Bonjour et bienvenue. Si la préparation de l'entretien civique est d'actualité, alors cette présentation est faite pour ça. Cet entretien peut parfois sembler un peu impressionnant, mais l'objectif ici, c'est de donner toutes les clés pour y arriver en confiance. On va découvrir ensemble les grands principes qui organisent la vie en France. Comprendre ses droits et le fonctionnement des institutions, c'est vraiment la toute première étape pour se sentir pleinement intégré dans la société. Alors, pour que tout soit bien clair, notre parcours va se faire en 6 étapes. D'abord, on va poser les bases. Qu'est-ce que c'est au juste les droits fondamentaux ? Ensuite, on va plonger au cœur des textes qui les protègent, la fameuse Constitution, puis la Déclaration historique de 1789, et enfin la plus récente, la Charte de l'environnement. Après la théorie, on passera à la pratique. Qui peut aider concrètement si des droits ne sont pas respectés ? Et pour finir, on fera un résumé simple et efficace pour que l'essentiel soit bien mémorisé. C'est parti, on commence ce voyage. Première étape, comprendre d'où viennent les règles du jeu. En France, les droits et les devoirs de chacun ne sont pas improvisés, non. Ils sont inscrits dans des textes très importants, des textes fondateurs. C'est un peu comme le mode d'emploi de la vie en société. Connaître ces textes, c'est vraiment essentiel pour comprendre non seulement ce que la société garantit comme protection, mais aussi ce qu'elle attend de chacun en retour. Allez, on entre maintenant dans le vif du sujet. Il faut imaginer la France comme un très grand jeu de société. Pour que tout le monde puisse jouer ensemble, il faut des règles claires que tout le monde accepte. Eh bien en France, cette règle suprême, celle qui est tout en haut de la pyramide, au-dessus de toutes les autres lois, c'est la Constitution. C'est vraiment le document le plus important de la République. Mais alors concrètement, une Constitution, qu'est-ce que c'est ? On peut y penser comme aux fondations d'une maison. Si les fondations sont solides, toute la maison tient debout. La Constitution, c'est ça, c'est le texte qui définit comment l'État est construit, qui a le droit de prendre les décisions, et surtout, il inscrit noir sur blanc les droits et les libertés qui protègent chaque personne qui vit en France. Absolument aucune loi ne peut contredire ce qui est écrit dans la Constitution. C'est notre bouclier juridique à tous. La Constitution française que l'on utilise aujourd'hui, elle n'est pas si vieille. Elle date de 1958. C'est elle qui marque le début de ce qu'on appelle la Ve République. Elle a été créée à une période de crise, sous l'impulsion d'une grande figure historique, le général de Gaulle. Mais le point le plus important à retenir, c'est qu'elle n'a pas été imposée. La question a été posée directement à tous les Français. Êtes-vous d'accord avec ce nouveau texte ? Et ils ont voté oui. C'est ça un référendum. C'est un vote où le peuple répond directement par oui ou par non à une question qu'on lui pose. Maintenant, attention, petite subtilité. Quand on parle de la Constitution, on pense souvent à un seul livre, un seul document. Mais en réalité, en France, c'est un peu plus riche que ça. La Constitution de 1958 est en fait la pièce centrale d'un puzzle plus grand. Les spécialistes du droit appellent cet ensemble le bloc de constitutionnalité. Il faut imaginer une sorte de famille de textes où tous les membres sont aussi importants les uns que les autres et qui forment ensemble la loi suprême du pays. Alors, qui fait partie de cette famille de textes ? On y trouve 4 membres. Au centre, bien sûr, la Constitution de 1958. À ses côtés, un texte fondateur que le monde entier connaît, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On y ajoute le préambule de la Constitution de 1946, qui est très important car il a introduit des droits sociaux, comme le droit à la santé ou à l'éducation. Et enfin, le plus jeune membre de la famille, la Charte de l'environnement, qui date de 2004. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces 4 textes ont exactement la même valeur, la même force juridique. Une loi ne peut en contredire aucun. Parlons maintenant du pilier historique de ce fameux bloc. C'est un texte qui est connu dans le monde entier et qui est vraiment au cœur des valeurs de la République française. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Voici la phrase la plus célèbre, le cœur battant de ce texte. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Aujourd'hui, cette idée nous semble évidente, presque normale. Mais il faut s'imaginer en 1789. C'était une véritable révolution. Avant, la société était divisée en groupes, en ordres, avec des privilèges pour certains et très peu de droits pour les autres. Cette phrase vient tout balayer. Elle dit « Peu importe le lieu de naissance, peu importe la famille, dès le premier souffle, chaque être humain a les mêmes droits que n'importe qui d'autre. » C'est vraiment la base de tout le système. Cette déclaration pose des principes fondateurs. Elle parle de droits universels, c'est-à-dire valables pour tous les êtres humains, qu'ils soient à Paris, à Tokyo ou à Buenos Aires. Elle parle aussi de droits inaliénables, un mot un peu compliqué qui veut dire quelque chose de très simple. Personne, pas même l'État, ne peut les retirer. Ils font partie de la personne. Parmi ces droits essentiels, on trouve bien sûr l'égalité de tous devant la loi, la liberté, qui est le droit de faire tout ce qui ne dérange pas les autres, le droit de posséder des biens, et la sûreté, qui est la garantie d'être protégé contre toute arrestation ou punition qui serait injuste. Et la liste ne s'arrête pas là. Ce texte a vraiment posé les bases de notre vie de tous les jours. La liberté de croire en une religion ou de ne pas croire, par exemple. La liberté de dire ce que l'on pense, de l'écrire dans un journal ou sur Internet, ça vient de là.
Ce texte a aussi posé un principe absolument crucial pour la justice, la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne est considérée comme innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée, et ce n'est pas à elle de prouver son innocence. Enfin, la déclaration explique que pour que l'État fonctionne, pour avoir des écoles, des routes, des hôpitaux, chaque citoyen doit participer à l'effort commun en payant des impôts. C'est un devoir qui permet de financer nos droits. Avançons maintenant vers le texte le plus récent de notre bloc de constitutionnalité. Il est très intéressant parce qu'il montre que la Constitution n'est pas un texte figé dans le passé, qu'elle peut évoluer avec les grandes questions de notre époque. Il s'agit de la Charte de l'environnement qui place l'écologie au plus haut niveau du droit en France. Cette charte, elle n'est pas arrivée par hasard. Elle est le fruit d'une grande prise de conscience collective. Au début des années 2000, l'urgence climatique devient un sujet dont tout le monde parle. Le moment clé, c'est ce discours du président de l'époque, Jacques Chirac, en 2002, avec cette phrase qui a marqué les esprits. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Ça a été un véritable électrochoc. Suite à ça, après 2 ans de débats et de discussions, la charte est créée en 2004. Et en 2005, une décision historique est prise. Pour lui donner la plus grande force possible, on l'intègre directement dans la Constitution. Ce qui est vraiment puissant avec cette charte, c'est qu'elle fonctionne comme une pièce de monnaie. Elle a 2 côtés. D'un côté, elle crée un nouveau droit fondamental pour chacun, le droit de vivre dans un environnement équilibré et qui ne soit pas dangereux pour la santé. C'est le côté droit. De l'autre côté de la pièce, elle crée une nouvelle responsabilité pour tout le monde, le devoir de protéger cette planète. C'est le côté devoir. La logique est simple, il faut d'abord tout faire pour prévenir la pollution. Et si on cause quand même des dégâts, alors il faut les réparer. C'est le fameux principe du pollueur-payeur. Cette phrase résume à elle seule toute la philosophie de la charte. C'est ce qu'on appelle le développement durable. L'idée est en fait très simple. Il faut imaginer que la planète est une maison que l'on loue. On a le droit d'y vivre confortablement, d'utiliser ce dont on a besoin. Mais on a aussi le devoir de l'entretenir et de la laisser en bon état pour les prochains locataires, c'est-à-dire nos enfants et les enfants de nos enfants. C'est une responsabilité que l'on a tous envers l'avenir. Bon, connaître ses droits sur le papier, c'est la première étape. C'est indispensable. Mais la question la plus importante, c'est que faire si, dans la vie de tous les jours, on a l'impression que ces droits ne sont pas respectés? Vers qui se tourner? Qui peut aider? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les différentes portes auxquelles on peut frapper pour obtenir de l'aide et des conseils. Mettons-nous dans une situation concrète. Imaginons un conflit avec un voisin, un problème avec une administration ou un sentiment d'injustice. Le système peut paraître compliqué. Par où est-ce qu'on commence? Qui est-ce qu'on doit appeler en premier? On va regarder ça ensemble en voyant les différentes options. Le premier réflexe, surtout s'il y a une urgence ou un danger immédiat, ce sont bien sûr les forces de l'ordre. En ville, c'est la police nationale, dans les zones plus rurales, c'est la gendarmerie. Leur rôle premier est d'assurer la sécurité de tout le monde. Elles interviennent pour protéger les personnes et calmer les situations de conflit. Si on est victime d'un vol, d'une agression ou de n'importe quel autre délit, c'est vers eux qu'il faut se tourner pour déposer une plainte. C'est la première étape officielle. Ensuite, il existe une institution très utile et surtout gratuite, le défenseur des droits. Ce qui est très important, c'est qu'il est totalement indépendant du gouvernement. Son rôle? Aider quand on a un problème avec un service public. Par exemple, si un dossier administratif n'avance pas depuis des mois ou si on se sent traité de manière injuste par une administration. C'est aussi un allié très important si on est victime de discrimination, que ce soit pour trouver un travail, un logement ou dans n'importe quelle autre situation de la vie. Parfois, on n'a pas besoin d'un grand procès. On a juste besoin d'une information, d'un premier conseil pour savoir quoi faire. Pour ça, il existe des lieux très accessibles, les maisons de justice et du droit. Comme leur nom l'indique, ce sont des services locaux, proches des gens. On peut y aller gratuitement pour poser des questions à des juristes ou à des associations spécialisées. Ils ne vont pas défendre une personne au tribunal, mais ils vont écouter, expliquer les droits et orienter vers la bonne personne ou la bonne démarche. C'est une excellente porte d'entrée. Et enfin, il y a d'autres solutions. Si on est en conflit avec quelqu'un, avant d'aller directement au tribunal, on peut faire appel à un conciliateur de justice ou à un médiateur. Leur but, c'est d'aider à discuter pour trouver un accord, une solution à l'amiable, ce qui est souvent plus simple et plus rapide. Si ça ne fonctionne pas ou si l'affaire est plus grave, alors il faudra un avocat. C'est le professionnel qui conseille et qui représente une personne devant un juge. Et un point très important à savoir, si on n'a pas les moyens de payer un avocat, l'État peut aider. Ça s'appelle l'aide juridictionnelle. Selon les revenus, elle peut couvrir une partie ou même la totalité des frais de justice. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse. Pour conclure, on va prendre un petit moment pour résumer les informations les plus importantes. Ce sont vraiment les points essentiels à bien comprendre et à garder en tête, notamment en vue de l'entretien civique. Alors, s'il ne fallait retenir que 3 choses pour l'entretien, ce serait celle-ci. Premièrement, la Constitution de 1958, c'est la règle du jeu suprême. C'est elle qui est au-dessus de toutes les autres lois. Deuxièmement, la Déclaration de 1789, c'est en quelque sorte l'acte de naissance de l'égalité en France. L'idée clé à retenir, libre et égaux.
Et troisièmement, la Charte de l'environnement de 2004, c'est à la fois notre droit à un environnement sain, mais aussi notre devoir de protéger la planète pour les générations futures. Et voilà, notre parcours s'achève ici. J'espère sincèrement que cette explication a été utile et claire. Il faut retenir que comprendre ces grands principes, ce n'est pas seulement apprendre une leçon pour un examen. C'est avant tout comprendre la société dans laquelle on vit, c'est connaître les droits qui protègent et les devoirs qui nous lient les uns aux autres. C'est une étape vraiment essentielle pour trouver sa place et participer pleinement à la vie en France. Je souhaite à chacun et à chacune une très bonne continuation dans son parcours.